Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger les questions que vous aviez à faire pour jeudi, donc. Questions qui concernent la montée de l'islamisme politique au Proche et au Moyen-Orient. Je vous avais proposé une série de questions pour vous montrer un petit peu comment, à partir des années 1980, l'islamisme va gagner du terrain au Proche et au Moyen-Orient et déstabiliser les régimes en place dans la région. Donc, je vous demandais dans un premier temps, à partir d'un corpus documentaire, de me dire quelle forme a pris le mouvement islamiste depuis les années 1980. À partir des documents qui étaient proposés, il y avait deux formes majeures qui devaient être mises en avant. La première, c'est une organisation, une évolution qui va vers l'organisation de partis politiques. C'était le cas notamment du Hamas en Palestine et du Hezbollah au Liban. À noter que ces deux partis politiques qui au départ sont des organisations de type qu'on pourrait qualifier de terroristes vont évoluer progressivement vers des partis politiques plus conventionnels, même si aujourd'hui encore ces deux partis sont considérés par une bonne partie de l'opinion internationale comme des organisations terroristes. Ils participent aux élections dans leurs pays respectifs. Le Hamas en Palestine, le Hamas aujourd'hui par exemple est le parti qui est au pouvoir dans la bande de Gaza. Alors ce n'est pas un État au sens propre du terme, hein, la bande de Gaza, vous le savez sans doute, mais c'est une autorité, une forme d'autorité, et donc c'est le Hamas qui est aux commandes. En ce qui concerne le Hezbollah au Liban, lui aussi participe aux coalitions gouvernementales depuis quelques années, donc ce sont une forme d'islamisme qui va un petit peu, entre guillemets, rentrer dans le rang du jeu politique. Ce n'est pas le cas par contre d'autres organisations comme Al-Qaïda, hein, qui était évoquée dans le document 4. Donc là, il fallait dire que donc, à côté d'une forme d'évolution conventionnelle, entre guillemets, qui va vers la création de partis politiques, eh bien, l'islamisme va aussi évoluer sous une forme plus radicale en quelque sorte, avec donc des organisations terroristes telles que Al-Qaïda. Je vous demandais dans un second temps de me dire justement par rapport à ce type d'organisation terroriste qu'est Al-Qaïda, dans quelle ère de civilisation ces attaques se concentraient-elles? Alors il fallait dire que la majeure partie de ces attaques et de ces attentats ont lieu dans le monde arabo-musulman, hein, comme ça apparaissait très clairement sur le document que je vous avais donné, puisqu'on voyait très clairement que la plupart des attentats depuis le début des années 2000 au moins ont eu lieu soit au Proche et au Moyen-Orient, hein, avec donc l'Irak, pardon, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Yémen, hein, donc pays qu'on a étudié dans le cours sur le Proche et le Moyen-Orient, et puis de manière plus large en Afrique du Nord. On voit là un certain nombre d'attentats en Algérie, au Mali, hein. Donc on est dans ce qu'on appelle, en termes d'ère de civilisation, le monde arabo-musulman, hein. C'est à noter que cette organisation terroriste islamiste, eh bien, opère avant tout dans sa région d'origine en quelque sorte et vers des lieux qui appartiennent donc à l'ère de civilisation arabo-musulmane. Mais ce n'est pas le seul champ d'action de ces terroristes, puisque comme on pouvait le voir aussi sur cette carte, eh bien, c'est un terrorisme qui opère sur tous les continents. Hein, on pouvait le voir avec les attentats qui ont été menés. Je ne sais pas si vous voyez très bien là, donc aux États-Unis, en Europe occidentale. D'autres ont été menés aussi en Asie ou en Afrique, on l'a vu. Donc c'est une forme de terrorisme qui s'attaque aussi au monde occidental. Ça c'est la nouveauté, hein,
cette organisation terroriste qui est Al-Qaïda. Alors bon, bien sûr, les attaques du World Trade Center 2001, le 11 septembre 2001, que nous avons déjà étudié en histoire lorsqu'on a étudié l'émergence de la puissance américaine. On a vu comment ces attentats du 11 septembre 2001 ont eu une portée symbolique très forte pour les États-Unis. Donc ces attentats du 11 septembre 2001 vont être les premiers d'une longue série qui vont perdurer jusqu'à la fin des années 2010, puisque cette carte, et c'est une critique que l'on pouvait formuler vis-à-vis de cette carte, a 11 ans, donc votre livre a un certain nombre d'années, et donc les documents ne sont pas toujours d'une actualité foudroyante, et donc là, en l'occurrence, celui-là commence un petit peu à dater, puisque si on avait eu une carte plus récente, eh bien, au niveau des attentats en Europe, notamment, on aurait pu rajouter, bien sûr, les attentats de 2015 qui ont eu lieu à Paris, notamment, que ce soit contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, ou qui ont eu lieu donc en janvier 2015, ou les attentats contre le Bataclan, notamment en novembre, si mes souvenirs sont bons, octobre-novembre 2015. Donc là, la carte s'arrêtait à 2009, c'est pour ça que tous ces attentats ne sont pas répertoriés, mais si vous aviez ce type, un sujet, une étude de doc ou une compo qui porte sur ce sujet le jour du bac, il faudrait mentionner, bien sûr, si vous vouliez un petit peu montrer que ce terrorisme est mondial, et bien que la France, elle aussi, n'a pas été épargnée avec les attentats de 2015, notamment contre Charlie Hebdo et contre le Bataclan. Alors ensuite, je vous demandais, à partir des documents 4 et 6, de me dire quelle va être la réaction américaine après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Alors, on l'a déjà évoqué, ça aussi, lors de notre chapitre d'histoire sur les États-Unis. La réaction des États-Unis va être immédiate, et ça va être une intervention américaine qui va d'abord concerner l'Afghanistan, même si, je dirais, cette intervention n'apparaissait pas sur la carte, dès le mois d'octobre 2001, dès les jours, les semaines qui vont suivre les attentats à New York. Les États-Unis attaquent l'Afghanistan. Pourquoi l'Afghanistan? On l'a dit parce que à l'époque, l'Afghanistan a un régime de talibans, c'est-à-dire que les islamistes ont pris le pouvoir en Afghanistan et abritent, ou abriteraient, d'après les Américains, le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda, à savoir Oussama Ben Laden. D'où l'intervention militaire américaine en Afghanistan dès le mois d'octobre 2001, malgré une victoire qui va être très rapide, vous vous en doutez. Le principal responsable de ces attentats ne va pas être retrouvé, et donc va s'en suivre une intervention en Irak cette fois. On avait expliqué un petit peu pour quelles raisons les autorités états-uniennes estiment que l'Irak, à l'époque, donc, représente un danger pour la paix mondiale, entretient des liens avec Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Et donc, même si par la suite, les accusations que porte le gouvernement américain, dont George Bush Jr. et le président à cette époque. Donc ces accusations ne vont pas être fondées, nous le verrons par la suite, mais il n'empêche que à ce moment-là, ça n'empêche pas les Américains donc d'attaquer l'Irak en 2003. Voilà pour la question 3. Concernant la question 4, je vous demandais là de lire cet article du Monde, le document 6. Et je vous posais la question, où est née l'organisation terroriste Daesh? Daesh, qui est l'acronyme d'État islamique en arabe, donc c'est une autre organisation terroriste qui va voir le jour plus tardivement par rapport à Al-Qaïda. Alors il fallait dire que cette organisation terroriste était née dans une prison militaire américaine en Irak, prison tristement célèbre, la prison de Kambuka, qui est une prison qui va être créée par l'armée américaine pour
détenir pour emprisonner tous les Irakiens, représentants des partisans de l'ex-régime de Saddam Hussein, donc contre lequel ils sont partis en guerre en 2003, ou des prisonniers qui sont censés avoir des liens ou appartenir à Al-Qaïda. Et donc tous ces opposants en quelque sorte à l'intervention américaine en Irak vont se retrouver dans les mêmes geôles. Et c'est là que va naître donc ce monstre, comme il est dit dans l'article, qui est Daesh. Alors pourquoi l'article, justement le titre de l'article s'intitule Daesh, l'enfant monstrueux de Ben Laden et de Bush Junior. Alors Ben Laden, parce que je vous ai parlé d'Al-Qaïda, le chef historique d'Al-Qaïda est Ben Laden, et c'est en quelque sorte l'inspirateur, le modèle de Daesh lorsqu'il se constitue. Pourquoi George Bush Junior? Eh bien parce que c'est le président des États-Unis au moment où les États-Unis donc interviennent militairement en Irak, hein, et l'invasion militaire américaine en 2003 va avoir comme conséquence une instabilité politique très forte dans le pays, en Irak donc, instabilité politique et sentiment quelque part d'injustice de certains Irakiens qui vont être en quelque sorte les fondements de ce qui va devenir dans les mois qui vont suivre cette intervention et cette invasion américaine, la création de Daesh. Donc, on récapitule, hein, pourquoi l'enfant monstrueux de Ben Laden et de Bush Junior. Ben Laden parce que chef historique d'Al-Qaïda, Al-Qaïda qui est le modèle, qui est l'inspirateur en quelque sorte de Daesh, et ce qui fait que ce mouvement va voir le jour, c'est l'intervention américaine menée par George Bush Junior, qui est le président des États-Unis de l'époque. Intervention donc qui va provoquer un sentiment de rejet de bon nombre d'Irakiens face à ce qu'ils estiment être une forme de néo-impérialisme. Et donc ça va alimenter en quelque sorte le ressenti, le rejet, voire la haine contre les Américains, contre les Occidentaux. Et tous ces éléments vont je dirais mis bout à bout, être à l'origine de cette organisation qui va donc voir le jour d'abord dans les geôles américaines, dans les prisons militaires américaines d'Irak, puis par la suite, hélas, ce mouvement va être appelé à un avenir qui va dépasser largement, dont les répercussions, les actions vont dépasser très largement les frontières de l'Irak, puisque Daesh, à partir de 2014, va se lancer dans une guerre sainte, en quelque sorte, une forme de djihad contre tous ce qu'ils estiment être des infidèles, c'est-à-dire tous les Occidentaux, et plus principalement les Américains, qui occupent le pays en 2014. Et donc va s'en suivre un état de chaos dans tout le pays. Les Américains se retirant sur leurs bases militaires, hein, sur donc des positions très, très limitées. Et l'essentiel du territoire va être livré à une guerre civile, en quelque sorte, entre ces partisans de Daesh, les autorités mises en place avec l'aide des Américains. Et dans un premier temps, eh bien, ce sont ces combattants de l'État islamique, comme ils se font appeler, hein, c'est-à-dire de Daesh, qui vont prendre le dessus et qui vont, c'est dit dans l'article, au moment de leur apogée, en quelque sorte, maîtriser, dominer un territoire grand comme la moitié de la France, un territoire qui va être à cheval à la fois sur l'Irak et sur la Syrie. Alors, aujourd'hui, cette organisation terroriste islamiste a été vaincue par une coalition internationale qui a regroupé à la fois des troupes occidentales, les États-Unis notamment, les Britanniques, les Canadiens, mais aussi des forces appartenant au Moyen-Orient, hein. Par exemple, les Saoudiens vont participer à cette coalition, la Turquie, hein, et d'une manière certes un petit peu plus indirecte, les troupes russes, hein, l'armée russe va aussi jouer un rôle et va écraser, hein,
cet État islamique, hein, puisque les derniers bastions de Daesh sont tombés au mois de mars 2019, donc il y a environ un an. Aujourd'hui, les terroristes de Daesh n'ont plus d'assises territoriales dans la région, hein. On ne peut pas dire pour autant que la situation politique soit stabilisée, hein, bien au contraire. Je citerai quelques exemples de tensions, de conflits qui perdurent encore aujourd'hui pour vous donner un petit panorama de la situation actuelle au Proche et au Moyen-Orient et vous montrer que eh bien, ça demeure toujours une région de tension, une région de très forte instabilité politique. Je commencerai avec la guerre larvée qui perdure en Syrie, hein, même si les choses ont tendance un petit peu à se stabiliser dans ce pays. Le pays est déchiré, vous le savez, depuis de nombreuses années par une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Je citerai aussi le conflit très, très actuel, celui-là entre l'armée turque et les forces kurdes, dans les zones frontalières entre la Syrie et la Turquie notamment. Alors, nous n'avons pas évoqué le problème kurde, excusez-moi. Alors, les Kurdes sont un peuple qui ont la particularité, un peu comme les Palestiniens, de ne pas posséder d'État. Hein, c'est une nation sans État. Donc, ils se battent, ils luttent depuis des années pour avoir une reconnaissance internationale, pour posséder un État. Jusqu'alors, ils n'y sont pas parvenus, à cause notamment de l'opposition de la Turquie, puisque la majorité de la communauté kurde aujourd'hui se trouve en Turquie. Et la Turquie refuse donc de reconnaître ce peuple, car ça signifierait pour elle de renoncer à une partie assez importante de son territoire national. Et donc ça, le président Erdogan, actuel dirigeant de la Turquie, y est foncièrement opposé, hein, ce qui explique donc la guerre qu'il mène avec l'armée turque contre cette forme de résistance ou de kurde, ce mouvement nationaliste kurde, aussi bien à l'intérieur de la Turquie, mais aussi dans les marges, c'est-à-dire à la frontière avec la Syrie, où là aussi les Kurdes, qui ont joué un rôle d'ailleurs majeur dans la lutte contre Daesh. Vous parlez tout à l'heure d'une coalition. Il y avait à la fois des armées extérieures, des armées étrangères, mais il y avait aussi certains Syriens, certains Irakiens, notamment de nationalité, si je peux dire, kurde, même si, on l'a dit, c'est une nation sans État, qui ont été en première ligne, en quelque sorte, contre ces terroristes, et qui ont mené une lutte héroïque pour chasser ces islamistes de Syrie et d'Irak. Et aujourd'hui, ils espéraient en retour avoir une reconnaissance territoriale qu'ils n'ont toujours pas, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, il y a actuellement un conflit qui a été un petit peu oublié vu l'actualité, qui oppose donc ce mouvement kurde, hein, qui ne sont pas constitués sous la forme d'une armée conventionnelle, mais qui livrent plutôt ce qu'on pourrait appeler une guérilla contre notamment l'armée turque d'Erdogan. À côté de ces conflits, on pourrait aussi rappeler les tensions très fortes qu'il y a actuellement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui font partie des deux principales puissances régionales. Hein, l'une ayant la particularité d'être un petit peu le porte-parole des chiites à travers le monde, hein, l'islam étant divisé en deux branches majoritaires, le chiisme et le sunnisme. Les sunnites sont majoritaires, environ 80% du monde musulman, mais les chiites sont une minorité très importante, notamment en Iran et dans quelques pays comme l'Irak ou le Bahreïn. Et donc l'Iran, qui est un pays chiite, qui est une puissance régionale au Moyen-Orient, je l'ai dit, et face à l'Iran, l'Arabie Saoudite, qui est, elle, on pourrait dire le pays qui se réclame, qui se présente comme étant le porte-parole, le défenseur des sunnites à travers le monde. Donc les tensions sont très fortes. Ça n'a pas dégénéré encore en conflit ouvert, mais les choses sont très tendues entre ces deux pays depuis quelques mois notamment.
On pourrait aussi rajouter au rang des tensions et des conflits qui déchirent la région, la guerre qui ensanglante le Yémen depuis plusieurs années, hein, qu'on a eu un petit peu là aussi laissé tomber dans l'oubli à cause, encore une fois, de l'actualité sanitaire qui monopolise une bonne partie de l'actualité nationale et internationale. Et puis, bien sûr, hein, le conflit israélo-palestinien qui perdure depuis plus de 70 ans hein, et qui bien paraît très loin d'une solution. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans un prochain cours. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à cette correction. Donc je terminerai par une trace écrite. La trace écrite donc, qui va répondre à la problématique qu'on avait posée en début donc de leçon, hein, leçon qu'on a traité en deux sous-parties, un petit 1 donc, qui faisait une étude de cas sur la révolution islamique en Iran, et puis ce petit 2 que nous sommes en train de terminer, donc, qui parle de l'islamisme et de l'instabilité politique au Moyen-Orient depuis les années 1980. Donc, en guise de trace écrite, je vous propose: l'islamisme politique est un mouvement dont l'influence est grandissante au Moyen-Orient à partir des années 1980. Et ce, aussi bien dans le monde chiite, on a vu le cas de l'Iran ou du Liban, que sunnite. Et là, on pourrait citer comme pays où le mouvement islamiste est très présent, l'Arabie Saoudite ou la Palestine. Qu'il évolue sous la forme de partis politiques, le Hamas par exemple, ou d'organisations terroristes, Al-Qaïda, l'islamisme déstabilise les régimes en place dans la région. Et son aire d'influence va bien au-delà du Moyen-Orient. On a évoqué la vague d'attentats terroristes qui a eu lieu en Occident à partir de 2001, à partir du 11 septembre 2001, et qui a perduré jusqu'à la fin des années 2010, pour citer notamment les attentats de Paris de 2015. C'est d'ailleurs les attentats du 11 septembre 2001 qui vont être à l'origine de l'intervention états-unienne en Afghanistan 2001, puis en Irak 2003. Mais ce qui est présenté comme une guerre contre le terrorisme par les Américains est vécu par beaucoup de musulmans de la région comme une nouvelle forme d'impérialisme. Et cette guerre, loin de régler le problème islamiste, va en créer un nouveau, avec le monstre Daesh, hein, pour citer les propos du journaliste du Monde. La naissance de cette nouvelle organisation terroriste en Irak en 2014 est en effet la conséquence directe de l'intervention états-unienne et de l'instabilité politique qui en résulte. Et même si aujourd'hui l'État islamique n'a plus d'assises territoriales, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les derniers bastions ont été éliminés en Syrie en mois de mars 2019, la stabilité politique semble très précaire, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, notamment les nombreux conflits, les nombreuses tensions qui sont toujours présentes dans la région. Voilà, pour terminer cette leçon, je vous ai mis sur la page, sur le cours Pronote donc, du jeudi, sur dans la partie cours d'histoire, un lien vers un site qui propose des outils pour mieux comprendre l'histoire et l'actualité du Moyen-Orient. Donc, je vous conseille d'aller y faire un saut, hein, pour justement avoir un complément d'information sur ce chapitre qui ne fait pas partie des chapitres les plus simples du programme. Donc, je vais m'arrêter là. Vous n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez vraiment un problème par rapport à cette leçon, si vous avez des questions, à me les envoyer sur mon adresse mail. En attendant donc le prochain cours que je vous mettrai en ligne très prochainement. Donc vous suivez sur Pronote un petit peu le travail à faire, les vidéos que j'essaie de poster régulièrement. Et voilà, l'idée c'est de garder le contact, hein. Vous avez bien compris qu'on ne peut pas faire une progression normale. Donc on essaie de s'adapter à la situation.
on fait ce qu'on peut. Dans tous les cas, voilà, portez-vous bien. Hein, c'est une situation exceptionnelle. Essayons d'en tirer le meilleur. Voilà, donc prenez soin de vous et à bientôt.